Bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue sur cette session. On va parler d'identité. Donc c'est un petit peu le sujet de la journée. Des risques qui pèsent sur l'identité, les entreprises, les collectivités. Comment s'en prémunir, comment réagir. Donc hop. Alors. D'abord, je vais me présenter. Donc Hervé Thibault. La session, juste pour rappeler, elle est sponsorisée par Med6. Donc je suis directeur technique chez Med6 et par ailleurs, dans une vie un petit peu plus communautaire. Donc j'ai été pendant 8 ans MVP. Ça s'appelait SMS à l'époque, SCCM, après Enterprise Mobility. Enfin, ça portait un certain nombre de noms. Et puis depuis 2015, Microsoft Regional Director. Donc par rapport à MVP, qui est un programme très technique, Regional Director, on est moins nombreux, on est 200 je crois dans le monde. Et c'est un programme qui est essentiellement porté sur les aspects stratégie d'évolution de produits, aspect business avec Microsoft Corp. Donc l'agenda, j'en ai déjà parlé, hein. On va faire un rapide état des lieux, parler des moyens techniques, beaucoup aussi des moyens opérationnels. Vous faire un petit retour sur la gestion de crise parce que effectivement, j'ai eu l'occasion et Métis a eu l'occasion de participer aux Assises de la sécurité, donc un des rares événements qui a pu se tenir en présentiel il y a à peu près 2 semaines et il y avait énormément de choses qui étaient extrêmement intéressantes sur la sécurité et l'identité en général et puis sur le retour de l'année particulière quand même qu'on a pu vivre et qui est pas fini puisque comme vous le savez hein, demain ça recommence et de toute façon ça s'était jamais vraiment arrêté. Donc pour rentrer dans le cœur du sujet, donc là il n'y a pas besoin de grands discours, un slide suffit largement et une image. Je pense que vous l'avez tous vécu, soit à titre personnel, soit dans les entreprises ou les établissements. Donc la crise sanitaire a aussi été l'occasion d'un grand nombre d'attaques. Pour X ou Y raison, parce que on pouvait être moins attentif, notamment lorsqu'on a échangé lors des assises de la sécurité, il y a un certain nombre de RSSI de très grands groupes qui ont signalé que ils avaient constaté qu'effectivement les attaques de type phishing pour les personnels qu'ils avaient en entreprise, c'est les utilisateurs au fur et à mesure où on avançait dans la crise, ils étaient moins attentifs et que les attaques par phishing étaient atteignaient plus leur objectif effectivement au bout d'un certain temps. Donc un très très grand nombre d'attaques sur les identités. Donc là c'est le slide représente la partie identité. On pense beaucoup ransomware parce que c'est souvent ce dont on parle dans la presse et qui est très visible. Il faut savoir que la portée d'un ransomware quand c'est à titre personnel, elle est quand même relativement restreinte. Et puis l'intérêt d'attaquer d'abord l'identité, c'est de compromettre un certain nombre de choses, d'accéder à un niveau d'entreprise qui permet des accès très très privilégiés et donc d'impacter un maximum de périmètres de serveurs dans l'entreprise. Donc ça parle. Enfin, vous avez il y a quelques années, c'est Saint-Gobain qui avait communiqué sur effectivement l'attaque qu'ils avaient subie. Ça avait beaucoup servi à sensibiliser les entreprises en disant ça a un coût derrière. C'est pas juste que ce qu'on va dépenser sur la sécurité, il y a un impact après sur le business, etc. Et puis plus récemment, l'année dernière, il y a Altran qui avait communiqué et encore plus récemment, c'est arrivé à Sopra Steria. Donc nul n'est à l'abri d'une crise, même si on a des divisions de cybersécurité chez soi. Voilà. Une fois que ça s'est dit, effectivement, comment on va pouvoir s'en prémunir. Donc le premier sujet, donc ça a été rappelé aussi par Jean-Yves Jean-Yves Grasset de Microsoft dans sa session ce matin. L'identité, elle est vraiment au cœur donc de tout le système parce qu'elle me sert à accéder aux applications, parce qu'elle me sert à me connecter sur le device, etc. Donc l'identité, derrière l'identité, j'ai un certain nombre effectivement d'accès. Le premier sujet, ça va être d'apprendre à l'utilisateur qui se protège de lui-même et qu'il protège les autres. Donc si on prend l'analogie, vous verrez plusieurs fois je ferai l'analogie avec la crise un petit peu, enfin le vocabulaire de la crise sanitaire, parce que dans la conclusion, vous verrez, il y a quelque chose qui est assez symptomatique.
eh ben, il va falloir effectivement rappeler les gestes barrières de la sécurité IT. Donc, on est tous sensibilisés à la télé avec les gestes barrières de la crise sanitaire, etc. Mais parce qu'on va être dans des contextes de télétravail, hein, c'est essentiellement ce qui va tourner autour, ben, il y a des choses aussi qui peuvent se révéler particulières. Mais on fait attention aux pièces jointes. Donc, c'est les fameuses campagnes de phishing dont je vous parlais tout à l'heure, à des mails bizarres. Alors, bizarre, ça peut avoir tout un tas de formes, c'est-à-dire venir d'une personne qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ou d'être vraiment sur un sujet, tiens, voilà, tiens, j'ai pas payé mon Netflix, c'est bizarre. Voilà. Des clés USB qui traînent, bon, on le voit pas forcément dans le cadre du télétravail, et encore, parce potentiellement on peut utiliser des clés plus facilement, des clés personnelles sur les devices professionnels qu'on a ramené chez toi. Et puis il y a un sujet aussi, les discussions dans les lieux publics, qui est un grand classique, que le lieu public d'ailleurs soit physique ou virtuel. Donc, pour se protéger de tout ça, c'est de l'accompagnement au changement. Donc, il faut rappeler aux utilisateurs, comme sûrement vous l'avez fait dans un certain nombre d'entreprises, il y a eu, lors du début de la crise, de l'accompagnement au changement pour Teams, notamment, hein, parce qu'on on l'avait déployé ou on le déployait rapidement, mais les utilisateurs n'étaient pas forcément, c'était pas aussi simple que ce qu'on disait qu'il fallait faire clic-clic, il y a un peu de gouvernance quand même dans Teams, etc. Là, c'est pareil. Voilà, il était très utile de rappeler les règles de base de la sécurité. Et puis, comme je vous le disais, il y a un certain nombre de sociétés, effectivement, qui ont mené des campagnes de faux phishing, donc avec une solution qui s'appelait Office 365 ATP. Alors, ça a été renommé récemment, donc j'y reviendrai. Hein, c'est toutes les solutions, les suites ATP, etc. Pour que ce soit plus clair, ont été renommées en Microsoft Defender for quelque chose. Donc ici, Microsoft Defender for Office 365 qui est assez parlant. Donc vous avez la possibilité de déclencher des campagnes de faux phishing pour voir si effectivement si vos utilisateurs sont plutôt sensibles à ce type d'attaque et le cas échéant, après les rebondir sur la partie accompagnement au changement pour leur expliquer les bonnes pratiques. L'objet, c'est pas de les stigmatiser, hein, c'est vraiment d'analyser un peu le comportement et puis de réagir en conséquence. Donc, vous avez une aide précieuse sur ces sujets-là aussi en tant que support, c'est le MOOC de l'ANSSI. Donc, moi, à titre personnel, c'est quelque chose que j'ai mis quasiment obligatoire donc dans le parcours de toutes les personnes de Metis, donc qu'ils soient techniques, qu'ils soient sales, qu'ils soient RH, etc., à différents niveaux. Hein. Il y a un certain nombre de modules, donc je vous ai mis une capture d'écran. Donc, il y a 4 grands modules. Il y a des modules qui sont un peu plus techniques que l'autre, mais le premier module, par exemple, Panorama de la SSI, c'est bénéfique à tout le monde, même à ses propres enfants, enfin à titre personnel, c'est là. Donc c'est accessible gratuitement jusqu'au mois d'avril 2021. J'espère qu'ils le rendront disponible plus longtemps. C'est une formation qui est certifiante. Alors c'est pas une certification comme Microsoft ou etc. Mais à la fin, vous avez un diplôme effectivement qui atteste que vous avez suivi la formation, que vous avez répondu à un certain nombre de questions, etc. Et puis je vous ai remis le lien qui en est. Une phrase qui est restée dans ma mémoire, donc prononcée aux assises de la sécurité. Donc c'était un RSSI d'un très très grand groupe français qui a prononcé les paroles qui sont très très justes. Avec effectivement le télétravail, on a rendu les utilisateurs indépendants avec des outils performants. C'est par exemple avec Teams, donc ils savent utiliser les outils, ils savent travailler de manière efficace avec ces outils-là, mais on les a pas pour autant rendus responsables. Donc c'est tout l'objet effectivement de rappeler ces sujets de cybersécurité. Alors ensuite, si on passe sur un point de vue un petit peu plus un petit peu plus technique du côté d'experts de la sécurité, comment on va pouvoir mettre en place des protections de manière proactive. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce qu'il y a beaucoup de contenu. Il y a certains sujets sur lesquels on reviendra, notamment là est illustré comment en bas à droite effectivement différents types d'attaques, du DC Shadow, enfin des choses comme ça. Ça sera abordé lors de la session. Alors je vérifie, c'est la session de Sylvain Cortés et de Guillaume Mathieu. Donc c'est la deuxième session de l'après-midi dans le premier track, si je me rappelle bien. Donc vous pourrez voir effectivement toute l'anatomie tout le séquencement d'une attaque. Non, là l'idée c'est de se dire effectivement, on va commencer par la base, même si protéger l'AD, le bastion, hein, c'est ce que la plupart des entreprises ont depuis des années, etc. Ça suffit plus forcément dans un monde hybride parce que vous êtes interconnecté avec Azure AD, avec d'autres systèmes, etc. Des attaques par ingénierie sociale, du phishing, de ce dont on a parlé juste avant, ça suffit pas à complètement protéger, mais
ça reste complètement indispensable. C'est quand même une des attaques majeures. C'est un des composants, souvent, même si vous êtes dans un monde hybride, l'AD reste l'annuaire de référence, donc il est extrêmement important, primordial, de le protéger. Donc pour faire ça, vous avez, je pense que c'est assez connu, donc la solution Alcide, donc Sylvain pourra vous en parler, puisque Sylvain fait partie de la société Alcide, et puis quelque chose qui s'appelait avant Azure ATP, donc le nom n'était pas clair du tout, parce qu'effectivement, on ne faisait pas forcément référence à ça. Pour ceux qu'on connu avant, ça s'appelait ATA, donc Advanced Threat Analytics, qui était une solution essentiellement on-prem, enfin quasi exclusivement on-prem, et puis qui a été renommée avec... ça avait été annoncé à l'Ignite, si je me trompe pas. Donc, je vous disais tout à l'heure, Microsoft Defender for Office 365, la solution ex-Azure ATP est devenu Microsoft Defender for Identity, ce qui est beaucoup plus clair. Et l'idée, c'est de protéger l'AD on-prem. Donc ça s'inscrit dans un ensemble d'autres solutions, donc les Defender for Endpoint, les Defender for Office 365. Et puis je vous ai illustré, je vous dis, on n'a pas forcément le temps de rentrer dans la technique, mais je vous ai illustré un petit peu sur la partie en haut à droite, la façon dont ça fonctionne. Vous avez un sensor qui va se poser sur votre infra on-prem, et puis qui va pouvoir vous remonter tout un ensemble d'indicateurs pour voir si si vous êtes victime d'attaque, si votre sécurité au niveau Active Directory elle est compromise. Donc vous avez les types d'attaques qui sont représentés sur le schéma en bas à droite. L'idée c'est de se dire, par rapport à ceux qu'aurait connu ATA, le fait de passer Azure ATP, c'est qu'on changeait un peu le paradigme. On passait sur une solution qui était plutôt typée cloud, avec un déploiement qui était plus facile d'agents ou de sensors au niveau on-prem. Puis ça a été parlé. Olivier l'a bien évoqué dans la session d'avant. Hein, le gros intérêt de passer par des solutions cloud, c'est toute l'intelligence artificielle, toute cette capacité de machine learning, toutes les corrélations de ces énormes quantités de données qui sont pas forcément traitables par des solutions de type on-prem. Ensuite, donc une fois qu'on a fait la partie AD, si on est dans un monde hybride, effectivement, il y a toute la partie Azure AD. Et là, le périmètre de jeu, il est quand même beaucoup, beaucoup plus grand sur les outils dont on va disposer, effectivement, pour bien gérer, contrôler, suivre l'utilisation des identités. Donc ça s'inscrit dans la démarche Zero Trust. Jean-Yves Grasset, donc la session 2 fois avant de Microsoft, l'a rappelé, l'identité, elle est au cœur effectivement du système Zero Trust, parce que je le rappelle, elle permet d'accéder à tout un tas de données. Donc le but du jeu, effectivement, d'Azure Active Directory, c'est d'offrir tout un tas de mécanismes qui vont vous permettre de contrôler ça précisément. Donc vous avez là représenté les différents icônes de tout ce que peut faire Azure Active Directory. Pas oublier, c'est Azure Active Directory, c'est du cloud, donc qui dit cloud dit évolution continue. Ça veut dire que quand je prends ce type de solution, alors ça serait aussi vrai pour Intune, ça serait aussi vrai pour n'importe quelle solution cloud, j'achète pas une solution figée, j'achète une solution qui va évoluer régulièrement. Donc il y a encore 2-3 ans, il y avait, même moins que ça, 1 an, il y a des choses qui n'apparaissaient pas dans ce schéma-là. Il y a des choses encore à l'heure actuelle qui sont en preview. Et si on regarde dans 1 an, il y aura peut-être 50% ou 2 fois plus de fonctionnalités qui seront développées autour d'Azure AD. Donc dans Azure AD, qu'est-ce que je vais avoir donc pareil, j'aurai pas le temps de rentrer dans tous les détails. Il y a des sujets qui seront un petit peu plus creusés. J'ai une session, c'est en début d'après-midi avec Jean-Yves Strarbach, donc sur la partie et Azure AD et Windows 10, et je rentrerai un peu plus dans les détails de certaines solutions. Mais dans Azure AD, vous allez retrouver l'accès conditionnel, le MFA, donc ça c'est la base. Donc multifacteur, demander un autre facteur d'authentification, pas faire confiance que au ticket magique, la partie mot de passe, login plus mot de passe, donc d'aller un petit peu plus loin. Si je veux le corréler à certains événements, dire je vais l'appliquer qu'à un certain nombre d'utilisateurs, ou alors je vais le réserver aux postes d'entreprise qui sont connectés dans le réseau hors entreprise. Je vois des petits commentaires en disant plus de son, mais apparemment ça a l'air d'être OK. Voilà, donc je vais recourir à une étape complémentaire qui est l'accès conditionnel. Ensuite, vous allez avoir avec ce qu'on appelle le PIM, toute la capacité effectivement à gérer
les comptes à privilèges, des comptes. Alors il y en a beaucoup. Pareil, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué dans Azure Active Directory. Vous avez beaucoup de rôles. Au début, il y en avait pas beaucoup. Maintenant, il y en a énormément qui se sont développés. Donc sur les aspects fonctionnels, je sais pas du Exchange Online, du SharePoint, mais aussi sur les différents administrateurs de mots de passe, administrateurs du MFA, etc., etc. Donc ça, vous allez avec des modules comme PIM, vous allez pouvoir faire en sorte qu'un administrateur ne soit pas administrateur tout le temps, parce que la nuit, il travaille pas. Donc, s'il y a un accès administrateur la nuit, c'est bizarre. Enfin, la nuit s'entend la nuit à l'endroit où il est censé travailler, hein, parce que souvent, on raisonne dans les approches globales au niveau mondial. Et puis, c'est pareil, on va pouvoir aussi limiter le périmètre. C'est-à-dire que quand je suis admin, ça fait partie des rôles, mais pas que. C'est aussi intégré dans le privilège d'identity management. Je vais être administrateur d'un ensemble de ressources, mais pas de toutes les ressources. C'est terminé le global admin qui peut tout faire au niveau Azure AD. Identity protection, donc on va retrouver toute la partie log, tout un tas d'informations. Alors j'y reviendrai après, mais plus sur des scénarios utilisateurs. À quelle solution on peut en recourir en face de quel type d'attaque. L'access review, donc là, c'est se dire, c'est pas parce qu'on a attribué des access, des habilitations à un instant T que ça évolue pas. Donc, je pense qu'Olivier a bien insisté sur le sujet aussi avant. Voilà, ça nécessite, enfin, la gouvernance, ça rejoint l'accès qui est le point identity governance qui est mis après. La gouvernance, c'est quelque chose qui s'évalue régulièrement, aussi parce que les solutions évoluent. Donc, vous allez avoir dans Azure AD des possibilités. Si vous faites une revue à minima les 2 fois par an, techniquement, la solution va vous offrir des possibilités que vous n'aviez pas forcément 6 mois auparavant, ou alors qui étaient relativement compliquées à mettre en place. Donc là, ça va juste être de rajouter l'appartenance à un groupe ou de faire 2 ou 3 clics à des endroits donnés. L'Identity Secure Score, j'illustrerai rapidement après, c'est un outil qui va vous aider effectivement dans cette démarche d'évolution continue à garder un petit peu, parce que la veille techno, dès qu'on parle de solution en évolution continue, la veille techno, c'est un sujet. C'est pas une option, c'est une obligation. Vous devez faire en tant qu'admin, qu'exploitant de ces solutions-là de la veille techno, parce que sinon vous passez à côté de toutes les nouvelles fonctionnalités. Et donc, vous, quelque part, vous gâchez un petit peu le ROI du produit que vous avez acheté. C'est-à-dire que vous n'utilisez pas toutes ces fonctionnalités. Donc, ce produit vous aidera grandement à comment bénéficier de toutes ces fonctionnalités, parce que là, on se dit, oh là là, il y a quand même beaucoup de choses dedans. Il y a un certain nombre de tableaux de bord, effectivement, qui vous aident à vous y retrouver et pas forcément se dire, je vais être perdu ou j'aurai besoin systématiquement d'un prestataire pour m'accompagner sur ce sujet-là. Et puis une partie importante, le self-service reset password, c'est la capacité, effectivement, je reviendrai après sur les cas de self-service, de déléguer à un utilisateur la possibilité de résoudre soi-même les problèmes de verrouillage de compte, bien sûr avec des dispositifs sécurisés. Ça, c'est des grands classiques qu'on trouve dans les sociétés. Hop. Alors, le slide suivant. Côté Windows 10, donc pareil, c'est un sujet qu'on creusera plus en termes techniques cet après-midi avec mon camarade Jean-Yves. Je vais trouver principalement 2 choses. Une partie Credential Guard, donc illustrer rapidement. L'idée, c'est d'avoir une isolation au sens bulle des credentials, de manière à dire, si par exemple dans mon environnement classique, j'ai un mail qui m'a envoyé ou donc ça va être un mail dans Outlook ou alors un lien dans Edge par exemple, et qu'il y a du code malveillant derrière et que je veux faire des attaques par rebond, etc., qui permettraient de corrompre toute l'entreprise. Le fait d'utiliser Credential Guard en isolant effectivement les credentials empêchera le code malveillant d'accéder à tout ce mécanisme d'usurpation d'identité au fur et à mesure. Toutes ces types d'attaques qui, je rappelle, seront illustrées cet après-midi par Sylvain et Guillaume. Et puis la partie, une des solutions à dire, c'est aussi comment je résous le problème du mot de passe qui est usurpé derrière, qu'il soit simple, pas simple, etc. Parce que maintenant, il y a très récemment des choses qui ont été montées avec des cartes graphiques qui sont capables de très très grosses puissances de calcul et donc des attaques par brute force absolument hallucinant sur des mots de passe. La solution, ça peut être de ne pas recourir du tout au mot de passe, donc d'avoir des approches passwordless. Et dans ce cas-là, il y a du Windows Hello avec un certain nombre de systèmes dont
Si vous allez à la session de cet après-midi, on en rediscutera. En protection un peu plus réactive, c'est-à-dire qu'on va être dans des remontées d'indicateurs sur lesquels on va pouvoir effectivement prendre un certain nombre d'actions. Alors quand je dis c'est aussi là que l'intelligence artificielle intervient, parce que soit elle est capable d'agir automatiquement de manière réactive, soit effectivement vous allez être alerté en disant tiens, potentiellement là il y a quelque chose qui est suspicieux, comment je réagis, etc., etc. Donc, on a plein d'outils dans Azure pour faire ça. Il y a Azure Log, il y a Azure Monitor. Vous avez la partie Sentinel, effectivement, qui est le CIEM de Microsoft, qui fait remonter un certain nombre d'informations. Donc là j'ai illustré que Azure AD, mais sur la capture d'écran à droite, vous avez tout un ensemble. Et là, voilà, ça représente que le début des connecteurs qui vont vous permettre effectivement d'agréger tout un ensemble d'éléments autour de la sécurité pour de manière à avoir votre tableau de bord de la sécurité. Et puis un sujet qui rentre en compte aussi, Microsoft Defender for Endpoint, donc c'est ex Microsoft Defender ATP, donc côté poste de travail, pour de l'analyse comportementale et des choses comme ça. Donc là, plus au niveau du poste de travail réellement que de l'identité. Alors, si on parle maintenant des stratégies gagnantes, donc par rapport à ces différentes solutions. Donc, la première, renforcer les credentials, c'est la base, c'est super important. Donc, le premier sujet, je pense que Microsoft a rebâché le discours. Enfin, il y a pas que Microsoft, ça a été rebâché par les différents. Je pense qu'à titre perso, si vous utilisez du Google, du Facebook, de l'eBay, quoi que ce soit, on a expliqué, surtout protégez votre identité et mettez du MFA. Donc, le MFA, c'est pour tout le monde, pour les comptes admin, pour les comptes utilisateurs, à titre à titre pro, à titre perso, pour vos différents comptes de réseaux sociaux, etc., etc. Un des aspects aussi importants, c'est que quand je mets en place le MFA, nous c'est quelque chose qu'on a vécu. Les premiers comptes qu'on protège, c'est les comptes à privilèges. Le souci, c'est qu'il est arrivé, nous ça nous est arrivé en prestation une fois, que pour une raison d'indisponibilité du MFA, on n'était plus du tout en capacité de se connecter sur le compte du client et donc de faire des opérations d'administration. C'est dans un déploiement mondial, c'était un petit peu gênant. Donc pour ce faire, utiliser des comptes brise-glace, je pense que c'est quelque chose qui est assez connu maintenant pour l'administration globale. Donc un compte brise-glace, c'est un compte avec de forts privilèges et qu'on va soumettre à des règles différentes. Donc j'ai mis entre parenthèses activer une authentification MFA différente, c'est à minima, sinon ne pas en appliquer du tout. Mais qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Un mot de passe fort, aléatoire, parce qu'il faut qu'il ne soit pas devinable, même si les attaques par force brute maintenant permettent des choses assez hallucinantes, comme je l'ai déjà dit, avec une durée assez longue, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que un compte brise-glace, normalement, c'est pas censé être utilisé, il ne faut pas que le mot de passe se termine dans 2 semaines, dans 3 semaines ou dans 1 mois. Surtout, ça paraît évident, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais on n'utilise pas ces comptes pour le travail quotidien. Ça reste des comptes à utiliser en cas de secours quand les autres comptes d'administration ne sont pas disponibles. Donc surtout, on ne va pas le compromettre en l'utilisant au quotidien. Si on doit l'utiliser lors d'une situation de secours, quand il a été utilisé, c'est pas un compte à usage unique, mais le mot de passe, il est à usage unique. C'est comme les masques ou les mouchoirs. Donc on change le mot de passe après et éventuellement sur une base planifiée. Voilà, parce que ça empêche le compte, il est présent dans Azure AD, il peut quand même être potentiellement attaqué. Donc, sur une base planifiée, je sais pas, tous les 6 mois, tous les 1 an, vous changez ce mot de passe. Et évidemment, on porte une attention toute particulière à l'utilisation de ces comptes, donc avec les différents outils qu'on a à disposition dont j'ai parlé. Donc, les connexions, les changements de password ou les resets de password qui peuvent être demandés, si le compte il est désactivé, etc., etc. Et puis utiliser sur la partie Windows 10, donc là on parlait plutôt des authentifications côté Azure AD, sur la partie Windows 10, Credential Guard et Windows Hello for Business dont j'ai parlé. Pour réduire la surface d'attaque, qui est aussi un des sujets, on va utiliser le PIM, donc avec les deux parties dont je vous ai parlé avant, ce qu'on appelle JITA, donc Just in Time Administration. On va limiter la temporalité du risque, donc de dire, moi en tant qu'administrateur, j'opère dans un centre de service, dans des services managés de l'administration pour un client. Le client, j'ai un contrat de 9h à 18h, je suis administrateur chez ce client entre 8h à 18h. Voilà.
Et puis le Just Enough Administration, qui lui va limiter le périmètre en disant je ne suis administrateur que sur un ensemble de ressources, d'applications, de fonctionnalités Office 365, de groupes utilisateurs, enfin voilà. On va bloquer les authentifications douteuses avec l'accès conditionnel. Donc, c'est ce qui est illustré en haut à droite. En gros, c'est dire, vous avez un certain nombre de conditions. Quand je vais vouloir accéder à partir d'un device personnel à la messagerie d'entreprise et ne pas passer par exemple, et connecter mon compte Office 365 à l'application standard de messagerie, ça va être bloqué. Par contre, si je le fais avec l'application Outlook, parce que Outlook, je la manage dans Intune, là, ça passera. Et puis, j'en ai déjà parlé, on revalide régulièrement les habilitations avec Access Review et Identity Governance. C'est indispensable, de manière à s'assurer que on a toujours les bonnes personnes qui ont les bons accès et surtout qu'on n'a pas des personnes qui ne devraient plus avoir les accès à un certain nombre de ressources de l'entreprise, soit parce qu'elles sont parties, soit parce que il s'est introduit des choses un petit peu suspicieuses dans notre gestion des habilitations. Le recours aussi, ça je l'ai déjà évoqué, à l'intelligence artificielle. Donc Olivier en parlait avant, hein, c'est un outil, on a beaucoup d'identités à traiter, il y a beaucoup d'alertes qui peuvent venir. Donc, vous avez vos propres sources avec différents outils, les différents outils de sécurité que vous pouvez utiliser en entreprise. Microsoft a aussi accès à tout un ensemble d'informations. À l'heure actuelle, je sais plus combien, 71. Enfin, j'ai plus le chiffre en tête. J'ai cet après-midi sur une capture d'écran, 71 Tera ou 171 Tera, je me rappelle plus exactement, d'indicateurs qui viennent pour dire, par exemple, tiens, dans un endroit du monde précis, sur tel type de sujet, il y a des attaques qui sont menées. Donc l'intelligence artificielle, elle va vous aider à gérer tout ça parce que nous, à notre niveau, on peut pas tout voir. Donc qu'est-ce qu'on a derrière? Tous les systèmes de log Azure AD d'Identity Protection utilisent ces mécanismes d'intelligence artificielle. Et puis vous avez également l'Identity Secure Score, donc dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est la capture d'écran que vous avez là. En fait, l'intérêt de l'Identity Secure Score, c'est sans avoir tout regarder qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce que je devrais faire et de faire de la veille techno systématique pour sécuriser au mieux mes identités, parce que là on parle, c'est l'Identity Secure Score, ça existe aussi sur d'autres aspects. Vous allez avoir des indicateurs pour vous dire, tiens, ça serait bien d'appliquer par exemple le MFA sur les comptes à privilèges. En fait, pour un certain nombre d'actions, alors on ne voit pas forcément la capture d'écran, mais vous allez avoir 3 grands indicateurs: l'impact sur sur la sécurité, l'impact sur l'administration, donc en gros le coût de mise en œuvre, et puis l'impact sur l'utilisateur. Ça nécessite un accompagnement au changement assez fort. Ça va proposer un reboot à l'utilisateur sur sa machine, etc. Et l'idée, c'est par exemple de se dire, en fonction de si j'ai un impact sécurité élevé, donc je renforce bien la sécurité, des coûts d'administration, un impact admin, donc des coûts d'administration, d'implémentation relativement faibles, et un impact utilisateur faible, c'est bingo, j'y vais quasiment les yeux fermés, puis après ça vous explique comment mettre ça en place. Typiquement, quand on regarde le MFA, quand je mets le MFA admin, j'ai pas trop d'impact utilisateur. Le MFA utilisateur, il y a une conduite du changement qui est forcément nécessaire pour mettre en place ce type de choses. C'est pas aussi simple. Souvent, les opérations à faire en termes de sécurité, c'est pas aussi simple que de cliquer à deux, trois endroits. C'est qu'il y a forcément derrière des impacts utilisateurs et ou administrateurs, et donc une conduite du changement à mener sur les administrateurs et ou les utilisateurs. Au niveau du self-service utilisateur, donc là on rebondit sur la partie aussi responsabilité des utilisateurs. Les utilisateurs ont leur part dans la sécurisation des identités. Il y a tout un ensemble de services qui leur sont délégués et c'est d'autrement plus important dans les situations où on vit où effectivement quand on est en télétravail, ça décloisonne le SI, ça j'y reviendrai après, et ça décloisonne aussi le terme de support. Le support, il est plus du tout forcément mobilisé par le même type de sujet et l'utilisateur, tout en restant sur des process sécurisés,
doit être capable de réaliser un certain nombre d'actions. Donc derrière, il y a le reset du password ou le déverrouillage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Typiquement, vous avez un mécanisme, celui qu'on rencontre le plus généralement, hein, c'est aussi valable pour les comptes perso, Google, Microsoft ou d'autres, répondre à des questions de sécurité. Donc vous allez, vous, au niveau de la politique d'entreprise, dire, voilà, moi, l'utilisateur, il pourra en choisir 3 parmi 5 et vous choisissez les types de questions où l'utilisateur, il peut s'en proposer lui-même. Et puis à partir de là, effectivement, il répondra à ces questions de sécurité et donc avec ou pas du MFA, il pourra lui-même resetter son mot de passe. Vous avez aussi mes informations de sécurité, c'est là que l'utilisateur lui-même va pouvoir renseigner ses différents devices, ces différentes solutions pour répondre aux besoins de MFA. Par exemple, moi, c'est en ce qui me concerne, il y a le téléphone, c'est le grand classique, soit le SMS, soit j'ai un appel téléphonique et puis j'appuie sur la touche dièse. L'application Microsoft Authenticator, donc qui est liée à un device, ou une autre application Authenticator. Et puis, dont on parlera aussi un petit peu cet après-midi, type les clés de sécurité FIDO2. Donc voilà, moi, c'est les différents systèmes qui me permettent de recourir au MFA. Un sujet aussi sur lequel sensibiliser les utilisateurs, vous avez un portail MySigning qui va recenser tous vos événements de connexion. Donc dedans, je vais retrouver l'endroit à partir duquel je me suis connecté, l'environnement, donc c'est du Windows 10, c'est à partir de Edge, à partir de quelle adresse IP, quel était le type d'application, etc. De manière, et puis vous allez avoir l'intelligence artificielle qui rentre de là pour vous dire, tiens, c'est bizarre, mais là, tu te connectes à partir de, on va prendre un exemple au hasard, Seattle, c'est pas un exemple habituel, donc l'administrateur aurait pu bloquer la connexion, mais ça peut aussi être quelque chose qui vous remonte en disant, c'est à vous de juger si cette activité est normale ou pas, et vous avez, on le voit sur la capture d'écran en bleu, hein, cette activité vous paraît inhabituelle, sécurisez votre compte et puis vous allez avoir un certain nombre d'actions derrière qui vont vous rappeler les informations de sécurité, rappeler du MFA ou des choses comme ça. Alors, si on passe maintenant sur les enseignements de la crise, je rejette un petit coup d'œil, tac. Ok, bon, apparemment il y en a qui ont des petits problèmes de son, j'en suis désolé. Donc là, je vous le disais, on était présent aux assises de la sécurité. Donc Med6 c'était un partenaire, tout le monde avait Med6 autour de soi, parce que vous voyez en haut à droite le petit tag NFC que tout le monde utilisait pour rentrer dans les établissements où il y avait contrôle de température et tout ça. C'était quand même sécure, voilà. Donc on avait la chance de participer au Before où je vous disais il y a des commissions. Donc c'est un nombre réduit de personnes. Il y avait Microsoft et il y avait des RSSI, des responsables sécurité de très très grands groupes et on partageait des expériences. Et qu'est-ce qui s'est dit? Déjà la crise. Alors ça c'était le message qu'on se disait, mais c'est d'autant plus vrai avec les annonces qu'on a eu hier soir. Mais la crise, on est encore dedans et on n'en est a priori pas encore sorti. Donc les enseignements, c'est que je pense pour la plupart, vous aviez des plans de continuité d'activité ou des plans de reprise d'activité. Ils se sont révélés la plupart du temps inadaptés à la situation parce qu'on ne s'imaginait pas, c'est comme l'ampleur de la crise, on ne s'imaginait pas ce type de choses, et en tout cas au niveau mondial. Il y avait des simulations de pandémie, mais chez certains grands groupes, mais elle n'était pas forcément, on s'imaginait qu'aller sur un autre site ou déporter les utilisateurs, ça résolvait le problème, là pas forcément. Le constat que vous avez tous fait quand vous avez des VPN, quand ils étaient en place, donc ça facilitait un petit peu l'aspect télétravail pour l'accès aux applications autres que celles qui sont déjà sur Internet, comme Office 365, etc. La plupart du temps, elles ont eu bien du mal à tenir la charge. Donc, qui dit télétravail dit que Internet, c'est de fait aujourd'hui, et ça le sera encore plus demain, enfin ça le redeviendra encore plus demain, le réseau. Voilà, c'est le réseau d'entreprise. Maintenant, c'est Internet, pas juste pour le collaboratif quand on a de l'Office 365, mais aussi pour les applications. Donc les solutions cloud qui étaient vues parfois avec réticence avant la crise, elles sont devenues un peu sur le système du meilleur ennemi, c'est dire effectivement, je m'interroge un petit peu toujours sur les aspects confidentialité, sur certains aspects légaux, conformité, etc. Mais de toute façon, il n'empêche que ça me permet de continuer à travailler, dans un certain cas, de sauver les meubles. Les interconnexions, alors que ça soit avec des clients, avec des fournisseurs, avec des partenaires, avec des entités d'un même groupe, ça c'était un des constats. Donc dans les grands groupes, effectivement, ils sont souvent subdivisés. Vous avez une DSI groupe et qui est subdivisée avec un tas de
de différentes DSI d'entités, etc., qui ont souvent été mises en place pour répondre à des besoins business. Hein. Donc on sait ce que c'est. Tiens, il faut que tu mettes une connexion. Ça peut être un trust AD, ça peut être tout un tas de choses. Dans les faits, elles sont généralement insuffisamment sécurisées. On s'est dit, c'est pas grave, on sécurisera après, et puis on l'a fait ou on l'a pas forcément fait. Puis ça gênait certains process business, donc au final on l'a pas fait. Et qu'est-ce qu'on constate dans les différentes attaques qu'on a eues récemment? C'est que vous commencez à compromettre votre unité. Puis c'est comme le virus, hein, il y a le taux de R0 ou je sais pas quoi, etc. Et hop, vous contaminez les autres entités qui sont à côté. Donc j'en parlais, le décloisonnement du SI, c'est un fait. Il y a toute une partie qui est externalisée. L'impact sur la sécurité, il est majeur. Et donc, les enseignements dont on a discuté, qu'on en retirait, c'est que la première chose, c'est que le niveau de probabilité des risques critiques, il faut le réévaluer parce que, voilà, comme je le disais, une pandémie au niveau mondial, ça n'avait pas été envisagé. Que dans les plans de crise qu'on a pu mettre en place, l'improvisation, c'est aussi une valeur. Voilà, il faut être capable de s'autoriser à prendre certaines libertés quand on prend partie. Alors le prendre certaines, il faut effectivement être quand même dans les mesures du raisonnable, mais il faut être agile. Faut être agile dans plein de niveaux, aussi dans la situation, la gestion des crises, il faut être agile. Et que pour éviter effectivement ces contaminations dont je vous parlais avec les clients, les fournisseurs, etc., il faut compartimenter quand vous êtes dans des grandes organisations ou pas, pour limiter et l'impact et le risque. Donc là, il y a des principes. Le red button, c'est j'appuie sur un bouton, ça coupe tout, ça m'isole de tout le reste. Ça, c'est souvent la chose qu'on voit le plus. Ou alors le principe un petit peu qui était évoqué aussi par le RSSI d'un grand groupe, le tableau de fusible, où là c'est une approche un peu plus fine où je vais couper effectivement comme on a chez nous, fusible par fusible pour isoler un endroit particulier. Enfin, s'assurer que vos partenaires fournisseurs soient Covid résilient, donc c'est un grand terme pour dire que voilà, vous allez, c'est un petit peu une protection contractuelle, mais s'assurer qu'effectivement dans toute la chaîne dont on parle, vous avez des moyens de vous protéger de cette pandémie en termes de sécurité. Extrêmement important, le retour qui a été fait, c'est que la gestion de crise a été d'autant plus efficace quand les interlocuteurs se connaissaient déjà. C'était pas de dire tiens, effectivement on a une cellule de crise, mais on se rend compte puis le premier jour, comme on fait des fois en réunion avec des partenaires ou tiens, on va faire un tour de table pour se présenter. Là, il n'y a pas forcément le temps. Et c'est d'autant plus efficace si on se connaît déjà, qu'on sait comment on travaille et qu'on a au préalable développé un certain nombre d'automatismes. Et le sujet qui est un corollaire du truc, la communication en elle-même et la gouvernance de cette communication, c'est-à-dire à qui je vais m'adresser, comment je vais le faire, tout ce qui va être plan de communication, etc., au sein de la crise, vers les utilisateurs, vers les fournisseurs, vers les partenaires, c'est un élément clé. Donc ça, c'est un reproche qui est souvent fait où quand je vais communiquer en interne sur la crise, qu'est-ce que je dis? Quand je vais communiquer en externe sur quand je parle de la crise, c'est d'une crise d'une attaque, une attaque. C'est pas la crise, la crise sanitaire. Qu'est-ce que je vais communiquer à l'extérieur? Qu'est-ce que je communique sur la portée de l'attaque, sur la façon dont je réagis, sur les process que je mets en place, etc., etc. En tout cas, quelque chose qu'on a appris, c'est que ça nous impose de prendre les choses avec humilité. Tous ceux qui peuvent se prétendre en disant moi je suis à l'abri, moi j'ai des dispositifs j'ai des experts en cybersécurité, etc. Et ça passera pas par moi. Il faut se dire que potentiellement tout le monde est attaquable ou est déjà attaqué. Et la question est juste de le savoir et de rester très 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 humble sur ce sujet-là pour être d'autant mieux armé à réagir. La conclusion. Donc, pour rebondir avec ce que je venais de dire, c'est qu'en fait, le pire, il est sans doute en parlant de... Alors là, je parle uniquement sur je me prétends pas épidémiologiste, etc. Voilà, j'ai pas d'avis à donner, intéressant en tout cas à donner sur le sujet, mais en tout cas sur les aspects sécurité, que le pire, il est sans doute à venir. On parle de plus en plus de cyber pandémie. Donc, qui serait parce qu'à l'heure actuelle, c'est essentiellement des entreprises qui sont visées de manière individuelle. Donc, il y a des scénarios qui sont pris en compte de manière individuelle, comme ce qu'on pouvait avoir sur les réactions aux crises sanitaires. Là, qu'est-ce qui se passe si j'ai une cyberpandémie au niveau mondial? Donc, tout est attaqué, les DNS, les fournisseurs de services cloud, etc.
Donc derrière ça, on disait la sécurité des identités, ça va être un des enjeux majeurs parce qu'effectivement, en usurpant l'identité, je vais rebondir sur tout le système SI, donc arriver à des niveaux de privilèges qui sont super élevés et paralyser complètement le SI d'un client, paralyser les services réseau DNS, paralyser les services cloud, etc. Enfin voilà, à toutes les échelles. Donc, si on reprend l'analogie avec la crise sanitaire, et puis ce que j'évoquais avec le fait de bien se connaître avant, c'est comme on connaît une tension forte sur le personnel médical et ça revient sur le devant de la scène maintenant, vous allez avoir, donc c'était un constat qui était fait par les différentes sociétés, grandes sociétés qui étaient présentes, c'est qu'on s'attend à une grande tension sur le personnel cyber médical. Donc, en gros, les spécialistes en cybersécurité. Donc, c'est pas que je tienne impérativement à vendre mon business, mais quand même un petit peu. C'est qu'il est impératif d'identifier dès à présent le partenaire qui pourra vous accompagner dans la crise. Et comme je l'évoquais déjà avant, pas juste de dire bon voilà, j'ai pré-réservé des jours, j'ai au cas où j'appuie sur le bouton et puis je les appelle et puis ça servira un petit peu comme ce qu'on a connu au moment de l'an 2000 où il y avait des assurances et des choses. Heureusement qu'au niveau de l'an 2000, on n'a pas eu besoin d'activer des choses, mais souvent on s'arrêtait à ça, à dire écoute, j'ai pris les assurances ou un tel, je sais qu'il sera là à l'instant T. Non, là ça suffit pas. Le risque il est pas avéré ou potentiel, il est juste sûr. Et donc il faut avoir commencé à travailler avec votre partenaire pour développer les automatismes qui sauveront peut-être le SI, voire qui pourraient assurer la survie donc l'impact sur le business et la survie de la société derrière. Donc c'est à ce titre que, comme je vous disais, c'était une session partenaire, donc je vais vous présenter très rapidement Medsys. Donc Medsys, on est pure player Microsoft. Alors, ça veut dire que le gros de nos sujets, vous l'avez vu dans le discours, est basé sur Microsoft, mais pas que, parce qu'effectivement, Microsoft ne couvre pas forcément non plus tous les sujets et que on a des partenariats stratégiques qui sont à côté. Donc Medsys, pour ceux qui ne connaîtraient pas, effectivement, on a, comme d'autres, tout un ensemble de certifications Gold, dont la sécurité, dont les différents clouds, les cloud platforms, la data, etc., etc. Une, par contre, de nos spécificités, c'est d'être très présent en région. Donc, on a 10 agences cette année et ça continue ça va continuer de progresser. La crise, donc on en a ouvert 2 en période de crise, et on continuera l'année prochaine. Et qu'on a des modes centre de service, donc du service managé, au sens un peu plus administratif, donc qui est situé à Paris, et puis une partie de service managé côté sécurité sur lequel je vais revenir sur le slide d'après, qui est situé à Tours. Donc on couvre tout un tas d'activités sur tous les clouds Microsoft, même jusqu'à du Dynamics, même si c'est pas forcément notre plus grande spécialité. Voilà, entre guillemets, le mot de la fin, c'était de dire il y a un SOC qui est en mesure d'accompagner les clients donc sur les différentes solutions dont j'ai parlé, mais pas que, parce en 45 minutes, c'est compliqué de faire le tour de tout et d'assurer, c'est les offres classiques d'un SOC que vous allez avoir au niveau de la détection, au niveau de la remédiation, au niveau de toute l'intelligence sur la résistance aux menaces, la gestion des vulnérabilités avec des approches proactives qu'on pourrait avoir avec les partenaires. Vous avez le partenaire à droite, donc du Alcide ou du Microsoft Identity Microsoft Defender for Identities. Et puis des équipes qui sont à même d'intervenir lors de la gestion de crise ou lors de suspicions ou de choses qui auraient été remontées effectivement au niveau des scans. Donc on fait partie d'un certain nombre de groupements, Exatrust, Cybersec et New. Donc là, je vous engage à aller voir ou à en rediscuter après dans la partie partenaire, puisque je vous disais donc des partenariats avec donc là dans le cadre des offres de sécurité, des partenariats forts avec des acteurs comme Alcide, comme One Identity qui fait une session aussi. Alors je crois qu'il fait une session en parallèle, donc sur la 3e track, il me semble bien. Sur Varonis, où là on est plutôt sur de la data que de l'identité, mais le SOC se réserve pas à l'identité. Il y a vraiment tous les aspects. Et puis Yubico sur la partie clé FIDO2 pour le passwordless. Voilà, donc j'en ai fini pour la présentation. Donc si vous voulez que je prenne quelques questions, ce sera volontiers.